Voilà. Alors, donc il nous restait à parler du théorème de Millman ou technique de Millman. Alors, bon, sans trop entrer dans les détails, voilà, je vous ai mis à droite la configuration dans laquelle on utilise, où c'est très intéressant d'utiliser le théorème de Millman. Donc, c'est lorsque on a des générateurs qui sont en dérivation entre deux points. Donc, c'est le cas, vous voyez, de la figure, du dessin que je vous ai fait à droite, du circuit que je vous ai fait à droite. Vous avez donc le générateur E1, R1, parallèle avec E2, R2, parallèle avec E3, R3, et comme ça jusqu'à EN, Rn. Donc que des générateurs en parallèle. Ce qu'on souhaite ensuite avec ce théorème de Millman, c'est déterminer la tension UAB aux bornes de chacun des générateurs. Vous voyez la tension UAB. Vous voyez ces générateurs-là, ils sont en dérivation. On pourrait les passer de Norton. Le courant de court-circuit, vous voyez, ce serait de ce générateur de Norton équivalent, ce serait la somme des courants de court-circuit. Si je les passe tous en Norton, vous voyez, les courants de Norton, c'est les courants de court-circuit de chacun des générateurs. On peut les sommer, écrire que le courant ICC de l'ensemble, c'est 1 sur R1 plus 2 sur R2 jusqu'à 20 sur Rn. Et donc, on va se retrouver avec une source de Norton IN en parallèle entre A et B avec la résistance équivalente aux N résistances en dérivation. Donc on va pouvoir écrire que la tension EAB, du coup, c'est le courant de court-circuit général, donc le courant de Norton équivalent, multiplié par la résistance de Norton. C'est-à-dire qu'on peut écrire que UAB, c'est ICC divisé, puisque c'est ICC multiplié par REC, donc divisé par 1 sur REC. Vous voyez, ce qui donne UAB, c'est ce que j'ai encadré en rouge. UAB égale somme des EI sur RI divisé par la somme des 1 sur RI. D'accord, c'est ça qu'il faut retenir, ce que j'ai encadré en rouge. Et donc ça marche très bien dans ce type de configuration. Alors il se peut que vous ayez aussi un générateur, à la place d'avoir un générateur de Thevenin, dans tous les générateurs en dérivation, il se peut que vous ayez aussi un générateur de Norton. Ben, si vous avez un générateur de Norton, au numérateur, au lieu de mettre EI sur RI, vous allez mettre simplement EN, IN, indice EI, le courant de Norton, directement. Si parmi tous les générateurs, vous avez un Norton. Voilà. Donc, retenez ça, hein, UAB égale somme des EI sur RI divisé par la somme des 1 sur RI. Donc, c'est plutôt simple à retenir. Et vous allez voir, c'est quelquefois d'une efficacité assez redoutable. Alors, vous voyez, si on l'applique ici, à notre exemple fil rouge, hein, puisque je vous rappelle que depuis le début, on travaille avec ce circuit. Vous voyez, on est parti de ce circuit-là. On connaît E1, E2. R1, R2, on connaît R. On veut la tension bande de R, la tension U au bord de R. On a toutes les valeurs. Hein. Voilà, E1, 50 volts, E2, 200 volts. On a toutes les valeurs de résistance. On veut U. On a fait ça avec la loi des mailles. On a trouvé 23,1 volts. On a refait ça avec la technique de réduction, hein, donc des générateurs en parallèle, on les transforme en générateurs de Norton, on simplifie, et puis on arrive, vous voyez, à un point diviseur à l'étape 3, et on retrouve U égale 23,1 volts. On a fait ça également avec le théorème de superposition, c'est-à-dire qu'on a fait fonctionner les sources les unes après les autres, d'abord E1 seul, E2 éteinte, puis E2 seul, E1 éteinte. On a calculé U1 dans chacune des phases, dans chacun des états, puis U1 donc avec E1 qui fonctionne seul, U2 avec la source 2 qui fonctionne seule. On a additionné les deux tensions qu'on a trouvées dans chacun des états, on retrouve 23,1 volts. Donc on a le droit d'additionner d'après le principe de superposition, parce que les circuits, ce sont des circuits linéaires. Je vous rappelle juste que pour éteindre une source, on la remplace par de tension, on la remplace par un fil, et pour éteindre une source de courant, on l'efface, on la remplace par un circuit ouvert. Voilà, on avait trouvé 23,1 volts. Alors on réessaie de faire ça avec la technique de Millman. Alors, vous voyez, si j'applique ce que j'ai encadré en rouge, hein, donc là c'est tout à fait la configuration. J'ai trois branches ici, une avec E1 et R1, l'autre avec E2 et R2. Et puis une troisième branche en parallèle où j'ai juste, ce serait le R3, mais sans le E3. Vous voyez, je n'ai pas la source. Donc j'applique ce que je viens de voir. On veut la tension de l'ensemble donc des deux générateurs et de la résistance en parallèle. Donc je peux écrire que UAB, d'après le théorème de Millman, c'est E1 sur R1
plus E2 sur R2. Alors, vous voyez que j'ai rajouté 0 sur R, puisque dans la branche qui est complètement à droite, qui contient uniquement la résistance R, c'est comme si j'avais une résistance R en série avec 0. Donc, je mets bien 0 sur R pour ne pas oublier le 1 sur R au dénominateur. Vous voyez, donc au dénominateur, E1 sur R1 somme des EI sur RI. Donc E1 sur R1 plus E2, au dénominateur, excusez-moi, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R. Hein, j'oublie pas le 1 sur R, même si la force électromotrice en série avec R, dans la branche qui est complètement à droite, elle vaut 0. Donc au numérateur 0 sur R et au dénominateur 1 sur R. Et je retrouve 23,1 volts. Vous voyez que c'est très simple. Voilà, je retrouve le résultat que j'ai trouvé avec toutes les autres méthodes. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être 2-3 minutes pour prendre tout ça. Et puis, j'attends vos questions. Hein. Posez-moi des questions. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc, je vous laisse noter. Une fois qu'on aura fait ça, on peut passer au TD. Donc, pour ceux qui ont déjà noté, vous pouvez essayer de commencer le TD. Est-ce que vous avez besoin encore un petit peu de temps ou est-ce que je peux passer au TD? Est-ce que c'est bon? Non, Non, c'est bon, c'est bon. Encore un C'est peu de bon? temps. Un peu de temps pour certains, d'accord, encore une minute ou deux alors du coup. Merci. Ouais. Notez. Voilà, de toute manière, ce cours, hein, je le filme, voilà, hein, vous pourrez y revenir. Ouais, donc reprendre le schéma si éventuellement vous avez un petit peu de retard, faites ça ce week-end. Voilà, allez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est le TD. Voilà, TD5. Alors je vais pas le faire en entier, le TD5. Je vais prendre alors, les tags, je vais quasiment tous les faire en entier. Dans les exos, là, un peu compliqué, donc je pense que je ferai qu'un exo sur les deux. Je vous mettrai le reste sur Moodle, je vous mettrai la correction. Tout ça pour avancer un peu, parce qu'il va nous rester quand même un chapitre. Et avec cette séance, vous n'avez plus que 3 séances avant le BE. Donc, et ensuite, après le BE, bon, il y aura le partiel, ça terminera le premier semestre. Il y aura un deuxième semestre où on fait encore de l'ELEC, mais plutôt avec le régime sinusoïdal, donc voilà, pour d'autres types de signaux. Donc, ce n'est pas les mêmes méthodes mathématiques qu'il y a derrière, hein, ce n'est pas les mêmes maths, donc c'est plutôt avec des nombres complexes, après, vous verrez. Voilà. Alors, donc, le premier exercice du TAC, ça consiste à utiliser, enfin d'ailleurs les premiers exercices consistent à utiliser les techniques de réduction, c'est-à-dire de passer de plusieurs générateurs de Thevenin ou de Norton à un seul générateur de manière à simplifier le circuit et à trouver rapidement le résultat qui vous sont demandés, une tension ou un courant. Alors le premier exercice, on vous dit on dispose de deux batteries en dérivation qui sont connectées sur une diode en série avec une résistance de manière bien sûr à ce que la diode elle soit passante. Et pour la diode, on vous donne son modèle de Thevenin. Pour les batteries, vous avez également le modèle de Thevenin, puis on vous donne la valeur de la résistance RCH. Lorsqu'on vous demande, les réponses que vous avez dans le TAC, ce n'est pas le courant,
mais c'est plutôt la tension au bord de la résistance. On va voir que ça, c'est les tensions, c'est pas le courant. Bon, on peut aussi calculer le courant dans la résistance, bien sûr. Alors, je vous refais le schéma, on va le réduire. Hein. Donc, on a deux générateurs. Voilà, identiques, en dérivation. Voilà, et le tout connecté à une résistance en série avec une diode. Voilà, donc là, vous avez ces points-là, je vais les appeler points A et B. Donc j'ai la diode D, la résistance RCH. Moi, ce que je souhaite calculer, c'est cette tension. Donc la tension U, et bien sûr, la résistance RCH est parcourue par le courant I. Donc les deux générateurs sont identiques. Donc ER, R c'est 1 ohm, E c'est 6 volts. Voilà, alors je vais m'occuper d'abord dans un premier temps des générateurs, c'est-à-dire que je vais couper mon circuit. Vous voyez, je vais le couper en deux. Voilà, et je coupe comme ça. Voilà, et dans un premier temps, je m'occupe de tout ce que j'ai à gauche de A et B, donc des deux générateurs. Je vais essayer de les transformer en un seul générateur de Thevenin. Donc là, je retrouve la même tension que la tension du générateur de gauche et la même résistance. Donc je prends mes deux générateurs, je les transforme. Vous voyez, alors qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais pouvoir réduire? Comment je vais faire pour réduire les deux générateurs de gauche? On l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a vu on vient de le voir dans le chapitre 5, on l'a vu aussi dans le chapitre 4 et dans les TD du chapitre 4. Voilà, comment je réduis donc mes deux générateurs de gauche, je voudrais les transformer en un seul générateur de Thevenin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, il faut les mettre tous en parallèle. Ouais, mais ils sont déjà en parallèle, c'est-à-dire que le E égale 6 volts. Les résistances avec les générateurs. Oui, alors, dans un premier temps, vous voyez, je les déconnecte, ces générateurs. C'est-à-dire que je vais m'occuper que des deux générateurs de gauche. Et ces deux générateurs de gauche, je vais essayer de les transformer en un seul générateur de Thevenin. Donc là, j'ai deux Thevenin en parallèle. Je voudrais en avoir qu'un seul. Comment je fais à partir de ces deux générateurs? On passe par la configuration de Norton. Voilà, on les passe obligatoirement Norton. Ils sont en parallèle. Donc, pensez, dès que vous avez générateur parallèle, pensez Norton. Et quand ils sont en série, il faut penser Thevenin, d'accord? Donc là, les deux, même si je veux un Thevenin équivalent, j'ai deux Thevenin en parallèle. Il faut obligatoirement que je passe par des générateurs de Norton équivalents, d'accord? Donc ces deux générateurs, donc je m'occupe à gauche de la ligne que j'ai tracée en rouge. Voilà, je les transforme donc en Norton. Ça, c'est la première étape. Voilà, je fais ça, et donc là, je suis, vous voyez, entre les points A et B. Je ne m'occupe pas, pour l'instant, de ce qu'il y a à gauche des points A et B. Voilà, alors, la résistance de Norton par rapport à celle de Thevenin, elle reste inchangée. Donc là, j'ai, pour chacun des générateurs, je vais avoir une résistance qui vaut 1 ohm. Et par contre, le courant de court-circuit, le courant de Norton, c'est le courant de court-circuit. Donc IN, et IN, on sait que ça vaut ETH sur RTH. Donc ici, E sur R. Donc 6 volts sur 1 ohm, ça vaut 6 ampères. D'accord? Donc là, j'ai 6 ampères. Et ici, j'ai également un IN qui vaut 6 ampères. Voilà, et ça, je peux le réduire maintenant, ça je peux le transformer en un seul générateur de Norton, c'est-à-dire que ça c'est équivalent à un seul, là j'ai le droit de transformer,
j'ai le droit de dire que le courant de court-circuit total, donc le courant de Norton, c'est la somme des courants de court-circuit. Donc là, je réduis à un seul. Donc ici, IN' égale 2 fois IN. Donc ça vaut 12 ampères. Et ensuite, ici, 1 R' égale R parallèle avec R égale R sur 2 égale 0,5 ohms. Voilà. Et ensuite, je refais une transformation Thevenin-Norton. Donc, je retransforme. Vous voyez, les étapes, c'est ça. Vous avez ici étape 1, étape 2, étape 3. Et l'étape 3, c'est repasser tout ça sous forme de Thevenin. Voilà, alors Thevenin, c'est R' multiplié par IN', ETH égale Rn multiplié par IN, donc ça vaut, après calcul, ça fait 6 volts, et ensuite la résistance R Thevenin, elle vaut R', R' vaut 0,5 ohms. Vous voyez donc entre A et B, puis repasser, voilà, j'ai réussi avec ces 3 étapes à passer de 2 générateurs de Thevenin en parallèle à un seul générateur de Thevenin. Vous voyez, j'ai réduit, c'est pour ça qu'on appelle ça la technique de réduction, j'ai réduit les 2 générateurs à un seul générateur de Thevenin. Voilà. Et ensuite, maintenant, je m'occupais de la diode de la résistance. Vous voyez, j'ai raisonné ici avec des générateurs équivalents aux 2 générateurs que j'avais à gauche de A et B. Donc, comme j'ai des équivalences, vous voyez, que je mette les 2 générateurs en parallèle ou que je mette le générateur que j'ai trouvé dans l'étape 3 en parallèle avec la diode et la résistance, ça revient exactement au même. On va trouver les mêmes grandeurs électriques. On ne change rien d'un point de vue électrique. Voilà. Et là, je peux replacer. Vous voyez, donc là, c'était ce que j'avais à droite, à gauche plutôt des points A et B. Donc, ce que j'avais tracé, la ligne que j'avais tracée en rouge ici. Donc, je m'occupe de tout ça. Et puis ensuite, je viens placer la résistance, une fois que j'ai fait ça, donc, et la diode. Donc la diode, je connais, vous voyez, je l'ai ici, je connais son modèle de Thevenin. Il vous est donné dans l'énoncé, on vous dit VS égale 0,6, RD égale 1 ohm. Donc je viens placer le modèle de Thevenin de la diode, et je change la couleur. Donc VS égale 0,6. En série avec une résistance qui n'est rien d'autre que la résistance de Thevenin du modèle de la diode, RD égale 1 ohm. Ah, et puis là, je viens me placer, pour terminer, je viens replacer la résistance RCH. RCH 1,5 ohm. Voilà. Et on cherche la tension U. Pour avoir la tension U, il nous faut le courant I. Voilà, j'arrive à ce circuit-là. Vous voyez, donc j'ai réduit mes 2 générateurs et ensuite j'ai replacé le modèle équivalent de la diode et la résistance RCH, donc avec sur les points A et B, donc sur les bornes du générateur équivalent. Alors, ce que je peux faire ici, c'est calculer I. Pour calculer I, je peux faire ça soit avec la loi des mailles, soit avec la loi de Pouillet qu'on a vue
au chapitre 4. Donc, cette loi, elle vous dit que lorsque vous avez une maille avec des composants simplement en série, donc le même courant partout, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on a une maille, on a un peu souvent le même courant dans toute la maille, à part bon, s'il y a des nœuds, ce qui n'est pas le cas ici. On peut écrire que I, donc c'est la somme des tensions qui sont dans le même sens que I, moins les tensions qui sont en sens inverse. Attendez, un petit souci, ça va être vite réparé. Là. Alors, la loi de Pouillet, je vous disais que I, c'est la somme des forces électromotrices qui sont dans le même sens que I. Donc ici, vous avez quoi dans le même sens que I? On a la tension ETH, moins la somme, moins parenthèse, la somme de toutes les tensions qui sont en sens inverse par rapport à I, est divisée par la somme des résistances. Donc dans le même sens que I, j'ai ETH. En sens inverse, j'ai VS, donc ETH moins VS. Et je divise par la somme des résistances, donc RTH plus RD et plus RCH. Voilà, je fais mon calcul. 6 moins 0,6 divisé par donc 0,5 plus 1 plus 1,5 divisé par 3. Donc 5,4 divisé par 3, ça fait 1,8 ampères. Et donc je trouve U égale RCH fois I. Et RCH fois I, donc ça fait 1,5 multiplié par 1,8. Ça donne 2,7 volts. Là, c'est la réponse 1 du TAC. Voilà. Je vous mets tout l'exo en plein écran, toute la correction en plein écran. Voilà. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour noter. Et puis pendant ce temps, vous pouvez me poser des questions, hein, s'il y a des questions. Voilà, on aurait pu faire, au lieu d'appliquer la loi de Pouillet, on aurait pu faire avec la loi des mailles également pour calculer I. Donc dans ce cas-là, on aurait écrit que voilà, ETH moins VS égale, ou ETH moins VS, moins la tension URTH sur la résistance RTH, moins la tension sur RD, moins la tension sur RCH, donc la tension U égale à 0. On aurait pu U par RCHI, URD par RDI et U au bord de RTH par RTHI, et on aurait retrouvé exactement le même résultat qu'avec la loi de Pouillet. Donc le courant I, on aurait déduit la tension U en faisant la loi d'Ohm RCH fois I. Voilà. Je vous laisse noter tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair ou il y a des questions? Du coup, est-ce que je peux passer la suite? Dites-moi, hein, qu'on avance un peu. Voilà, je passe à la suite ou vous avez besoin d'un peu plus de temps encore? Dites-moi.
Je vous ai perdu tous? Non, c'est bon. Moi, Ça va? Ouais. Donc, c'est bon, vous avez noté? On passe à la suite? Oui. Ouais, ça va, Ouais. d'accord. Donc, on va passer à l'exercice 2. C'est toujours la réduction de générateurs linéaires, hein, 2 et 3. Alors, pour l'exercice 2, on vous demande de calculer le courant I qui circule dans la résistance R de 60 ohms. Alors, vous voyez, on a ce petit circuit. Alors, ici, en fait, vous avez deux générateurs de Norton. Vous voyez, I1, alors on pourrait mettre avec peut-être cette résistance-là, l'appeler R1. Voilà, et puis la résistance du haut, l'appeler R2. R2 égale 30 ohms. Et donc, ces deux générateurs, ce qu'il fallait voir, c'est qu'ils sont en série entre A et B. Vous voyez, parce que s'il y en a un qui est parcouru, celui de droite, il va être parcouru par le courant I. Celui de gauche sera aussi parcouru par le courant I. Alors, ce qui peut vous gêner, ce qui gêne vos camarades un petit peu, c'est le fil entre C et D. Alors, ce fil-là, pour que ce soit plus clair, on peut, vous voyez, je vais le connecter autrement. On va faire ça. Là, on va voilà, garder du fil toujours. Et on va faire ça. Voilà. Et là, je mets un petit trait. Vous voyez, juste c'est pareil, j'ai gardé du fil. Voilà, et là, on voit plus clairement que les deux générateurs sont en série. Vous voyez, le point C et D, je l'ai là. Donc, vous voyez, ici, je vais avoir le courant I. Voilà, donc j'ai le courant I qui arrive ici, qui arrive au point B. Voilà, il passe dans le générateur de droite, il arrive au point C, et puis on le retrouve. Vous voyez, donc au niveau du point A, on peut dire que c'est les deux générateurs, donc R1I1, entre A et C, et en série avec R2I2 entre C et B. Hein, il est placé entre C et B. Voilà. Alors, donc, si les générateurs sont en série, pour réduire, il faut passer les deux générateurs en Thévenin. C'est ça qui va permettre de réduire. Voilà, donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais passer donc ces deux générateurs de Thévenin. Alors, le premier qui est entre A et C. Là, puis le deuxième entre C et B. Voilà, et puis là, je place la résistance R. Voilà. Vers le courant I, donc les points A et B. Et ici, j'ai le point C ou le point D. Alors, voyons, on fait une transformation Thévenin-Norton. Alors, je vous rappelle que par rapport au court-circuit, le E Thévenin est dans le même sens que le courant de court-circuit, que le courant IN. Hein. Donc là, vous voyez que le courant I1, il va vers la droite. Donc la flèche de TH1 sera vers la droite. Et ça va être l'inverse pour ETH2, puisque TH2, I2 est dirigé vers la gauche. Donc ETH2 sera aussi dirigé vers la gauche. Voilà, donc j'ai ETH1 ici, dans ce sens-là.
Alors, le ETH1 vaut donc I1 multiplié par R1, donc 8 fois 10, 80 volts. Donc ici, R1 égale 10 ohms. Et ensuite, ETH2. Donc ETH2, ça vaut... alors c'est... Si j'ai... ETH2, voilà, 30 ohms multiplié par 4, R2 multiplié par I2. Et donc, ça vaut 120 volts. Et ensuite, R2 égale 30 ohms. Et la résistance R vaut 60 ohms. Vous voyez, donc on a réduit le circuit, enfin, on a remplacé les deux générateurs précédents, les deux générateurs de Norton, je les ai remplacés par des Thevenin pour pouvoir réduire entre A et B. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est entre A et B, remplacer les deux générateurs par un générateur qui a une force électromotrice ETH égale 120 moins 80, donc 40 volts en série avec 40 ohms. On peut aussi laisser comme ça et puis trouver I en appliquant la loi de Pouillet comme on a fait précédemment. C'est ce que je vais faire, ou une loi des mailles, comme vous voulez. Donc là, moi, j'applique la loi de Pouillet. Voilà, alors, je vous rappelle, donc là, c'est la configuration pour appliquer la loi, puisque on souhaite connaître le courant I dans la maille, et le courant I, c'est le même partout. Donc on sait qu'on fait la somme des tensions qui sont dans le même sens que I, moins les tensions qui sont en sens opposé, on divise par la somme des résistances. Donc la tension qui est dans le même sens que I, ici c'est ETH2, ETH1 en sens opposé, donc moins ETH1, et ensuite divisé par R1 plus R2 plus R, donc 120 moins 80 divisé par 10 plus 30 plus 60 divisé par 100. Voilà, donc le I vaut 0,4 ampères. Voilà, donc c'est la réponse 2 du TAC. Voilà. Donc je vous laisse noter un petit peu. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des choses que vous n'avez pas bien comprises. Voilà. Voilà, donc là, ce dont il faut se souvenir, c'est que si les générateurs sont en parallèle, si on veut les réduire, on les passe en Norton. Si par contre ils sont en série, quelle que soit leur configuration initiale, si on veut les réduire, il faut les passer en générateur de Thevenin. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à passer à la suite? Dites-moi. Oui, non, vous voulez un peu plus de temps ou c'est bon, vous avez noté et vous avez surtout compris? C'est bon. C'est bon. C'est noté, d'accord, on passe à la suite. Alors toujours la suite, vous voyez, c'est à nouveau un problème de
de réduction de deux générateurs. Vous voyez, on veut le modèle de Thévenin équivalent entre les points A et B. Donc, vous avez, vous voyez, une source E1 en série avec R1 et R2. Et de l'autre côté, vous avez une source de courant, cette fois-ci I3, en parallèle avec R3 entre les points A et B. Alors, quelqu'un pourrait me dire, ce qu'il faut faire, vous voyez, pour réduire et pour arriver, ce qu'on veut, c'est à la fin, juste un modèle de Thévenin de l'ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? On le fait en combien d'étapes? Il faut passer par quoi? Est-ce qu'on peut le faire directement? Est-ce que ce n'est pas possible? Dites-moi ce qu'il faut faire. Alors, quelqu'un prend la parole et puis m'explique un petit peu la manière de réduire tout ça. Allez, comment est-ce qu'on fait? On a vu plusieurs fois déjà, hein, les deux générateurs. C'est quoi la configuration des deux générateurs? À gauche, c'est un générateur de Thévenin. À droite, c'est un générateur de Norton. Ils sont montés comment entre les points A et B, ces deux générateurs? Quelle configuration? Dérivation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les mettre. On doit les passer en quoi, tous? Non, mais non, s'ils sont parallèles, on ne pourra pas les passer en série. Mais on peut par contre les transformer en quoi? Les deux générateurs. Il faut absolument, comme ils sont en parallèle, j'ai insisté fortement sur ça, on doit les passer, les deux, en Thévenin. Et non, en Norton, je vous ai dit, c'est pas très compliqué. Si vous avez des générateurs qui sont en parallèle, on les passe, quoi qu'il arrive, on les passe en Norton, même si on veut un Thévenin à la fin. Pour pouvoir réduire, il faut les passer en Norton. Voilà, parce que dès qu'ils sont en Norton, ensuite, on peut dire que le courant de court-circuit, c'est la somme des courants de court-circuit, etc. Voilà. Donc, s'ils sont en dérivation, on les passe en Norton. S'ils sont en série, on les passe tous en générateur de Thévenin. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Regardez, c'est ce qu'on a fait ici pour le premier exo. Il y en avait deux en dérivation, on les a passés en Norton. On a réussi à en faire qu'un seul Thévenin. Pour l'exercice 2, les deux générateurs, ils étaient en série entre les points A et B. Ils étaient sous forme de générateurs de Norton. Je les ai passés en Thévenin. Hein, série, je les passe en Thévenin. Et puis là, je me retrouve à nouveau avec deux générateurs qui sont en parallèle. Et je les passe les deux en Norton. La technique, c'est de les passer les deux en Norton. Alors, on va faire ça ici. Voilà, donc donc ça c'est l'exercice 3. Hein, je vous ai dit, on passe les deux générateurs en générateur de Norton. Alors, le premier, c'est un Thévenin, ça va devenir un Norton. Donc, Norton, c'est une source de courant en parallèle avec une résistance, et l'autre, on n'y touche pas parce qu'il est déjà en Norton. Alors, donc celui-ci, on ne va pas y toucher, il est sous forme de Norton, donc j'ai I3 égale 1 ampère, R3 égale, il me semble, 90 ohms, ici. Voilà, alors cette résistance-là, c'est la résistance, c'est la nouvelle résistance de Norton. Je ne sais pas, je peux l'appeler R0. Elle vaut R1 plus R2. Il me semble que R1 plus R2, ça fait 10 ohms. Alors, je vais vérifier. R1 plus R2, 10 ohms. Et E1, 10 volts. Donc là, le R0, c'est 10 ohms. Le courant de court-circuit I0, c'est E1 divisé par R1 plus R2. Donc I0, 10 volts sur 10 ohms, I0 vaut 1 ampère. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je peux réduire tout ça à un seul générateur. Vous voyez les étapes. Vous avez d'abord cette première étape ici.
Puis une deuxième étape, elle consiste à réduire tout ça à un seul générateur de Norton. Alors, donc le courant IN du générateur équivalent, il vaut I0 plus I3, la somme des courants de court-circuit, et I0 plus I3, ça vaut 2 ampères. Le Rn, il vaut R0 en parallèle avec R3. Et si on fait donc 90 fois 10 sur 90 plus 10, la résistance équivalente, 900 divisé par 10, non, 900 divisé par 100, Rn vaut 9 ohms. Et ensuite, nous, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut, c'est le générateur de Thevenin, quatrième étape, troisième étape plutôt. On repasse en Thevenin. Donc là, je fais une équivalence Norton-Thevenin. Alors, j'ai RTH égale Rn égale 9 ohms et le ETH vaut Rn multiplié par IN. Rn vaut 9 ohms fois 2 ampères, ça vaut 18 volts. Voilà, donc là j'ai terminé, je suis arrivé à ce qu'on me demandait, c'est-à-dire un générateur de Thevenin équivalent. Donc a priori sur le TAC, c'est la réponse 1 du TAC. Voilà. Je vous laisse ça un petit peu à l'écran, que vous puissiez noter. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà, est-ce que je peux passer à l'exercice 4? Est-ce que c'est noté? Dites-moi. Oui, c'est bon. C'est bon? Donc on passe à l'exercice 4. Alors, je vais me faire un petit peu de place peut-être. Voilà, alors.
Alors, les exos qui suivent, c'est les exos pour s'entraîner avec la technique de le théorème de superposition. Donc, on va faire fonctionner les sources les unes après les autres pour voilà, calculer un courant ou une tension. Voilà. Alors, je vais faire le 4 et 6. Voilà. Et ensuite, je ferai le 5, je vous le mettrai, il est assez simple à faire. Je vous le mettrai sur Moodle. Alors, donc l'exercice 4 pour commencer. Alors, la technique de superposition, je vous rappelle, je fais fonctionner les sources les unes après les autres. Donc là, j'ai deux sources. On souhaite connaître la valeur du courant I. Donc, moi, je dis il y a deux états, et dans chaque état, je fais fonctionner qu'une source à la fois, et je redessine surtout le circuit. Donc, l'état 1. Donc, c'est dans cet état, la source 10 volts, elle est active, et la source de 5 ampères, je l'éteins. Voilà, donc je redessine le schéma. Alors je vais aller le redessiner directement sur l'énoncé. Alors, je vous rappelle que pour éteindre une source de courant, on la remplace par un circuit ouvert. Pour éteindre une source de tension, on la remplace par un court-circuit. Voilà, alors là, je l'efface tout simplement. Je fais ça. Voilà. Et je calcule I1, donc le courant I1 dans cet état. Donc I1 ici, vous voyez que vous vous retrouvez avec un circuit série. Si vous voulez, vous avez I1, vous avez 10 volts, la source de 10 volts. Vous avez la résistance de 5 ohms. Bien sûr, la résistance de 4 ohms n'intervient pas, puisqu'elle est reliée nulle part, elle est juste accrochée à un fil. Il n'y a pas de circuit fermé avec la résistance de 4 ohms, parce que justement, on a remplacé la source de 5 ampères par un circuit ouvert. Voilà, donc le I1, c'est tout simplement 10, la source de 10 volts divisé par la résistance R de 5 ohms. Donc I1 vaut 2 ampères. Alors, l'état 2. Donc, dans l'état 2, on fait l'inverse. On active 5 ampères. Et ensuite, on désactive la 10 volts, donc la source de 10 volts éteinte. Voilà, on va redessiner le circuit. Donc en laissant active la source de courant de 5 ampères, en éteignant la source de 10 volts. Et je vous rappelle que pour éteindre une source de tension, cette fois-ci, on la remplace par un fil. Je vous refais le schéma dans cette configuration-là. Là, je vais faire réapparaître la source de 5 ampères. Et par contre, je désactive la source de 10 volts. Je remplace par un fil. Voilà. Alors, et je vais essayer de calculer I2 dans cet état. Alors, le I2 maintenant, c'est ce courant-là. Il s'appelle I2 dans l'état 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez donc votre source de courant de 5 ampères qui débite. Vous voyez, lorsque ce courant il arrive sur le nœud, il a le choix de passer dans le court-circuit ou dans la branche du haut qui contient la résistance de 5 ampères, de 5 ohms. Donc, comme il y a un court-circuit, le courant il s'engouffre complètement dans le court-circuit. Je vous rappelle qu'une résistance en parallèle avec un court-circuit, c'est le court-circuit. 0 en parallèle avec R, ça fait 0 fois R sur 0 plus R, ça donne 0.
C'est-à-dire que le courant, vous voyez le trajet du courant de la source, ben, ça va être le suivant. Il va faire ça, il va passer ici, et il va revenir comme ça. Vous voyez, il fait ça. Ça, c'est le courant I de 5 ampères. Hein. C'est le grand I. Voilà, je l'ai là, et puis je le retrouve ici. Il ne passe pas du tout là-haut. Pourquoi? Parce que là-haut, ça résiste. Il y a les 5 ohms. Donc, vous voyez, le I2 vaut 0 dans cette configuration-là. I2 égale 0. Et ensuite, on a le droit d'appliquer le théorème de superposition parce que le circuit est linéaire. Donc, là, j'ai le droit d'écrire, d'après le théorème de superposition, que le courant I, lorsque les deux sources fonctionnent simultanément, il vaut I1 plus I2, donc il vaut 2 ampères. Il fallait répondre, donc ici, réponse 2. Voilà. Ça va, il n'y a pas de questions particulières, on passe à la suite. C'est noté pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon, c'est noté. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on va passer à l'exercice 6. Le 5, il est relativement simple. Hein. Je vais plutôt essayer, il me reste un petit peu de temps. Allez, on peut essayer de le... Ouais, je vais tenter la correction là du 5. Je vais essayer de terminer. Il me reste 20 minutes quand même, je devrais pouvoir faire ça, comme ça va être enregistré, ça vous permettra d'avoir tous les exos. C'est plus agréable, je pense, d'avoir l'exo corrigé de cette manière que d'avoir quelque chose posté sur Moodle. Alors, on va essayer de faire le 5 du coup. Alors, exercice 5. Donc là, on vous demande de calculer un courant. Et là, c'est pareil, donc vous devez considérer deux états. Un premier état avec simplement la source E qui est activée et la source I2 éteinte. Voilà. Et dans cette configuration-là, on va calculer le courant I1. Alors, donc pour éteindre la source I2, je la remplace par un circuit ouvert. Je fais ça. Voilà, donc elle disparaît et je vois tout de suite que I1 est égal à, on a un circuit série, hein, E divisé par R1 plus R. Alors R1 plus R, E vaut 20 volts, et 20 volts divisé par R1 plus R, donc par 20, I1 vaut 1 ampère. Alors l'état 2 ensuite. État 2, on fait l'inverse, on active I2, mais on éteint la source E.
Voilà, alors je vous redessine le circuit. Je vous rappelle que pour éteindre la source E, il faut la remplacer par un gros circuit. Je la remplace par un fil. Ça, et là, dans cette configuration-là, je calcule I2. Alors TI2, c'est mal choisi parce que la source s'appelle I2. Alors attendez, je vais les courants, je vais les appeler petit i peut-être, ce sera plus... Voilà, j'ai appelé ça, ce courant-là, je vais l'appeler petit i. Donc celui-ci, c'est un petit i1. Et l'autre, je vais l'appeler petit i2. Donc là, voilà, parce que là, j'ai un grand i2. Ça, c'est le grand I2. Voilà. Alors, quelqu'un voit comment calculer, on l'a déjà fait, ça, comment calculer I2 connaissant le petit I2, connaissant le grand I2. Vous voyez, le grand I2, c'est 4 ampères, c'est la source de courant. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire comment je peux calculer ce courant petit I2? On fait la résistance équivalente. Et non, si vous faites la résistance équivalente, ça ne va pas vous avancer à grand-chose parce qu'on veut le courant dans la résistance R. Vous voyez, donc vous allez perdre la résistance R. Alors, si vous faites la résistance équivalente, ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est faire la résistance équivalente, multiplier cette résistance équivalente par grand I2. Vous auriez la tension au borne de l'ensemble, au borne de R1, au borne de R et au borne de I2. Et ensuite, pour avoir petit I2, il faudrait faire cette tension-là divisée par R. Mais on peut le faire plus directement que ça. Personne ne le voit, comment on peut faire directement? Petit I2 est égal à grand I2 plus grand I de R1. Non, ah oui, alors bon, ça ce serait une loi des nœuds, mais ça ne vous avancerait pas à grand-chose parce que le I d'un R1, vous ne le connaissez pas. Mais par contre, ici, vous voyez, on a une source de courant qui attaque de résistance en dérivation. On peut faire, ici, pour calculer, on peut faire un PDC, un pont diviseur de courant, pour faire le calcul. Vous vous souvenez? Donc Oui. là, je peux faire le PDC Ouais. et je vais écrire que petit I2. Alors, c'est le rapport des conductances. Quand il n'y a que deux résistances, on peut faire R1 divisé par R1 plus R et multiplié par grand I2. On peut faire comme ça. R1, c'est 10, donc divisé par 10 plus 10 et multiplié par 4. Et on trouve 2 ampères. Et donc après, on fait le théorème de superposition. On superpose les deux états. Voilà, et on peut dire que petit i vaut I1 plus I2. Donc 3 ampères. Donc réponse 3 ici. Voilà. Alors, pour l'exercice, je vais un petit peu vite, j'essaie de vous le terminer. Donc, si vous avez des difficultés pour prendre tous les circuits, donc revoyez ça, ce cours-là, je le mets donc tout à l'heure, il sera sur la chaîne YouTube. Donc, j'essaie de vous terminer le TAC comme ça. Alors, la question 6, donc toujours le théorème de superposition. Là, il y a 3 sources, vous voyez, donc il va y avoir 3 états. Dans l'état 1, vous allez avoir la source I1 qui va fonctionner seule, I1 active. Et ensuite, vous allez avoir E2, I3, mince, qui vont être éteintes.
Voilà, donc E2 et I3 éteinte. Alors, et on va calculer la tension U1. Ici, c'est la tension U qu'on souhaite calculer. Donc, on va calculer U1. Alors, j'éteins les sources. Donc, je remplace la source E2 par un fil. Voilà. Et ensuite, je supprime la source I3 également. Je l'éteins, je la remplace par un circuit ouvert. Vous voyez, et donc là, je vais devoir calculer la tension U1. Vous voyez que la tension U1, j'ai une source à gauche, j'ai une source de courant, j'ai deux résistances qui sont en parallèle. Donc je peux écrire que U1, c'est R parallèle avec R1 et multiplié par I1. Donc je fais le calcul. Donc R en parallèle avec... alors c'est R2 plutôt, c'est pas R1, c'est R2. Alors, R et R2, elles valent 5 ohms, donc R en parallèle avec R2, ça fait 5 sur 2. Et multiplié par I1, I1 c'est 1 ampère. Donc U1 vaut 2,5 volts. Troisième état. Alors, deuxième état plutôt, état 2. Donc cette fois-ci, on active 2 et on éteint I1 et I3 éteintes. Voilà, alors je reviens sur le circuit. Donc j'efface tout ce que j'avais fait. On laisse la source 2 active et on éteint les deux sources de courant. Donc on remplace les deux sources de courant par des circuits ouverts. Voilà. Et ce qu'on souhaite ici, c'est calculer la tension U2. Vous voyez, là, ça va être pour calculer U2 un pont diviseur de tension. Vous avez une tension E2, deux résistances R2 et R qui sont en série. On souhaite calculer la tension bande de R. Donc là, 1 PDT. U2 vaut donc R sur R plus R2 et multiplié par E2. Alors, on fait l'application numérique. Donc, R sur R plus R2, ça fait 5 sur 10. Multiplié par E2. E2 vaut 10 volts. Et donc, U2 vaut 5 volts. Voilà. Et le troisième état... Alors, le troisième état, c'est donc la source I3 activée, les deux autres éteintes, donc I1, E2 éteinte. Voilà, donc je reviens sur le circuit. Voilà, donc je reviens au circuit initial. Donc j'ai dit que j'éteignais les deux sources les plus à gauche. Donc celle-ci, c'est une source de courant, je la remplace par un circuit ouvert. Et celle-ci, une source de tension, je la remplace par un fil. Voilà, et ce que je veux, ici, c'est la tension U3.
Donc là, vous voyez qu'on se retrouve dans le même cas que l'état 1. Finalement, on a les deux résistances R et R2 qui sont en parallèle et soumises au courant I3. Hein. Donc le courant I3, il arrive vers les deux résistances. Donc je veux la tension bande des résistances. Si vous voulez, U3, c'est la tension bande des résistances. Donc je fais le Rec multiplié par I3. Donc U3 égale Rec. Donc R2 parallèle avec R et multiplié par I3. Alors R2 parallèle avec R, on a vu que c'était 5,5 et I3 vaut 1 ampère, donc multiplié par 1, on trouve 2,5 volts. Et pour terminer, j'applique le théorème de superposition. Et là, on a le droit d'écrire, d'après le théorème de superposition, que U est égal à U1 plus U2 plus U3, donc 2,5 plus 5 plus de 5, ça donne 10 volts. Donc c'était la réponse 2 du TAC. La R2, donc je vous laisse ça un petit peu sous les yeux. Je vous laisse 2-3 minutes, je vous laisse prendre tout ça. Je vais passer ensuite, je passerai à l'exercice 7. Voilà, je vous laisse noter, hein, je vous laisse noter l'exercice 6. Voilà, on passera au théorème de Millman. Voilà, alors, regardez, l'exercice 7 rapidement, hein, technique de Millman, donc vous voyez, c'est un peu pareil que tout à l'heure, somme des UI sur RI divisé par la somme des 1 sur RI. Alors, ça vous donne E1 sur R1, plus E2 sur R2, plus E3 sur R3. Voilà, la branche 4, il n'y a pas de force électromotrice, donc je mets 0 sur R. Et au numérateur, je mets la somme des conductances. Donc 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. J'oublie pas le 1 sur R. Je fais l'application numérique. Donc 10 sur 10, moins 2, c'est 5, c'est moins 5 sur 10, moins pour 3, c'est moins 5 sur 10 également, plus 0 sur 10 si vous voulez, et divisé par 1 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, et plus 1 sur 10.
et ça donne 0 volts, hein, puisqu'il y a les moins 5 dixièmes, 2 fois moins 5 dixièmes, et 10 dixièmes, ça donne U2, U égale 0 volts, donc c'est la réponse 2. Voilà, et il me reste encore quelques minutes. Voilà, comme ça je vous termine tout. Je vous fais aussi l'exercice 8. Voilà, donc là ce qu'on vous demande c'est le potentiel du point A. Donc un potentiel en fait c'est la différence de potentiel entre le point considéré et puis la masse. Donc le VA vous l'avez ici. Et en fait c'est comme si on vous demandait de chercher finalement la tension entre le point A et puis la masse. Ici j'ai la masse. On a deux branches en parallèle, finalement, une où vous avez R1 avec la tension V1, qui est le potentiel V1, donc il y a aussi la tension entre le point de gauche et puis la masse, et puis de l'autre côté, vous avez une deuxième branche en parallèle avec R2 en 3M, bien sûr le parallèle en 3M, avec R2 et puis V2, la tension entre le point de droite et puis la masse 1. Donc là, on peut écrire tout simplement que VA vaut V1 sur R1, plus V2 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on fait l'application numérique, 15 sur 1, et 15 divisé par 1, moins 5 divisé par 1, divisé par 1 sur 1, plus 1 sur 1. Donc, ça fait 15 moins 5, ça fait 10. 10 divisé par 2, 10 divisé par 2, ça donne 5 volts. Donc, VA égale 5 volts. Et donc, ici, c'est la réponse 3 qu'il fallait cocher. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, 15 sur 1, moins 5 sur 1, donc 10 ampères divisé par 1 sur 1 divisé par 2, donc 5 volts.